Sana, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 4 personnes sont décédées. Le bilan humain s'alourdit en Nouvelle-Calédonie. Depuis 3 jours, l'archipel est en proie à de violentes émeutes contre la réforme électorale votée par le Parlement. L'état d'urgence a même été déclaré. Le président du Tavini, Wir Atira, réagira sur la préoccupante situation de nos voisins calédoniens. Oscar Temaru est notre invité ce soir. Ils ont tenu à suivre le mouvement national. Les agents pénitentiaires du FENUA se sont mobilisés ce matin. Ils ont rendu hommage à leurs collègues décédés et grièvement blessés dans l'Hexagone et à Nouméa. Nos équipes étaient sur place. Nous terminerons cette édition sur les tatamis. Une centaine de taekwondoïstes polynésiens vont participer samedi à une compétition à Los Angeles. Nous avons assisté à leurs derniers entraînements avant le grand départ. La Nouvelle-Calédonie sombre dans le chaos. Le bilan humain est lourd. 4 personnes sont décédées, dont un gendarme. Les axes routiers sont jalonnés de barrages dont certains sont piégés dans une volonté de tuer, selon le haut-commissaire du Caillou. Esther Cuneo fait le point dans ce reportage en partenariat avec nos confrères de Calédonia. Les entreprises ne sont plus les seules victimes des casseurs. Les mairies, les dispensaires ou les centres de dialyse sont également pris pour cible. Au-delà des forces de l'ordre, même les sapeurs-pompiers sont visés par les tirs. À Dumbéa, dans le Grand Nouméa, les soldats du feu sont encore sous le choc. Il s'agit de notre caillou à nous. Voilà, c'est chez nous, ça se passe nous, entre nous. Et réellement, je sers la ville de Dumbéa depuis maintenant 20 ans. Et c'est avec une réelle émotion que nous tous, du simple sapeur au capitaine, nous traversons cette épreuve. Parce que c'en est réellement une. Les pillages se poursuivent, donnant accès à des armes de gros calibre. Un déchaînement de violence qui a déjà fait 4 morts, dont un gendarme. À Paris, le Premier ministre Gabriel Attal a convoqué une cellule interministérielle de crise. Plus de 450 policiers et gendarmes sont mobilisés à la recherche des auteurs. L'état d'urgence demandé par le chef de l'État est en vigueur depuis 5 heures ce matin à Nouméa. Il a déjà permis d'assigner à résidence 5 membres de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, que le haut-commissaire tient pour responsable. La cellule de coordination d'action sur le terrain, c'est une organisation de voyous qui se livrent à des actes de violence caractérisés avec la volonté de tuer. Je différencie cette cellule coordination d'action sur le terrain du FLNKS, des formations politiques indépendantistes qui ont toute leur légitimité, mais cette structure n'a plus lieu d'être. Depuis lundi, près de 200 personnes ont été interpellées. Débordées, les autorités ont aussi eu affaire à une deuxième mutinerie au camp Est, où 3 blocs de 12 cellules ont été détruites. 6800 policiers et gendarmes ont déjà été déployés sur le terrain. 500 militaires ont également embarqué hier pour la Nouvelle-Calédonie. Un renfort attendu pour protéger l'aéroport de Nouméa, vital pour l'approvisionnement du pays. Signe de la gravité de la situation, Emmanuel Macron a proposé aux élus calédoniens d'avoir un échange par visioconférence. Le Premier ministre doit également les recevoir à Paris. Je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon en compagnie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour poursuivre l'échange et le dialogue. Je le dis, c'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut construire après le processus qui a été engagé. Et évidemment, comme chef du gouvernement, j'y prendrai toute ma part. Reste à formaliser l'invitation. Et l'inquiétude monte en Nouvelle-Calédonie pour les quelques milliers de Polynésiens qui y sont installés. Certains envisagent même un retour au FENUA. Écoutez ces témoignages recueillis par Laure Philibert et Esther Parau-Cordet, image signée Jamie Waimo. On a toujours parlé du destin commun du vivre ensemble et je l'ai senti. Quand on était devant le magasin avec tout le monde, on n'était plus des Wallisiens, des Kanaks, des Tahitiens d'un côté. On était des êtres humains. Des êtres humains qui étaient inquiets pour l'avenir de nos enfants et de quoi on va manger, comment on va survivre jusqu'à la semaine prochaine. J'ai appelé un peu quelques personnes, des Tahitiens qui vivent là. Tout le monde est inquiet
parce que la plupart ont perdu leur travail avec les entreprises qu'on a brûlées. Quelques-uns envisagent déjà de rentrer. Je crois qu'on pense à nous, parce qu'il y a beaucoup de messages que l'on reçoit depuis lundi. Et je suis contente qu'on ne nous a pas oubliés. Et que même si nous sommes loin, cet amour du Fénois est toujours là. Ça fait chaud au cœur. Parce qu'on pense toujours, des fois, qu'on se suffit à nous-mêmes. Et dans les moments les plus difficiles, le Fénois nous manque. Cet amour nous manque. Et oui, on pense au Fénois. Ma femme est beaucoup inquiète. Hein. Elle vit ces événements-là pour la première fois. Donc hier, ça m'a quand même touché parce qu'elle était quand même en larmes. Elle a pensé au Fénois. Donc la seule chose qui sera difficile pour moi personnellement, qui ai vécu la plus grande partie de ma vie ici en Nouvelle-Calédonie, ça va être difficile pour moi de quitter la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, on n'en est pas encore arrivé là, mais l'avenir nous le dira. Hein. Au niveau de Tuban, hein, qui est proche de chez l'habitation de ma sœur et de mon papa, ils ont reçu dans leur jardin des cocktails Molotov. Et ça craint parce que les poubelles sont brûlées. Et elle a peur aussi parce que mon père, il a 93 ans aussi. Et c'est une situation qui est un peu choquante hein, pour nous. Ça a été un peu plus compliqué, très difficile et ça commence à peser aussi. Que même moi, personnellement, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas reprendre mes bagages et rentrer chez moi en fait. Donc là, moi, je suis là depuis 2009 quand même. Mais là, je trouve que là, ça va trop loin. En fait. Ça reste quand même un beau pays. Il y a de très belles cultures quand même. Les gens sont quand même, la plupart sont quand même assez sympathiques et tout. Mais c'est vrai que là, les deux dernières années, je trouve que là, les gens commencent à vraiment montrer qu'on n'est plus les bienvenus en fait, qu'ils veulent qu'on parte d'ici en fait. Tout comme les Polynésiens installés sur le Caillou, les Calédoniens ont peur pour l'avenir de leur pays et pour celui de leurs proches. Ils espèrent un retour à la paix le plus rapidement possible. Voyez ces quelques réactions recueillies par nos confrères de Calédonia. On souhaite le destin commun, que tout le monde se comprenne, qu'ils reprennent leur calme et puis que tout rentre dans l'ordre, quoi. Hein. Ah, mais mon message, c'est qu'ils vivent en paix et puis qu'ils se conduisent en toute sagesse. Il faut qu'il y ait la paix entre nous parce que là, c'est vraiment de n'importe quoi ce qu'on fait. En tant que jeune, hein, ça me fait mal de voir ce qui se passe à Nouméa. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Peut-être on défend quelque chose, mais c'est pas le but de casser partout. Nous, on continue encore à venir faire notre marché, mais quand même, on ne sait pas comment ça va. Il faut que ça avance vite les améliorations, qu'on retrouve la paix en Calédonie, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. C'est pas en faisant des choses, des menaces, la violence, brûler qu'on arrivera à quelque chose. Il faut qu'il y ait une discussion qui soit faite pour tout le monde et puis qu'on retrouve la sincérité, la sérénité et puis la paix surtout. C'est pas comme ça qu'on va avancer. On est en train de détruire notre pays, quoi. Tous nos biens, tout ce qui a été construit depuis, quoi. Il faudrait pas en arriver là. Il faut dire à nos jeunes de se calmer et puis voilà. Maintenant, on est tous évolués. Hein. Il faut réfléchir avant d'agir et puis avec le dialogue. Avec le dialogue, il faut. Parce que de nos jours, maintenant, tout le monde est intelligent, quoi. Tout le monde est évolué, voilà. Il faudrait avancer, quoi, aller de l'avant, quoi. On reste positif. On reste positif. Il y a pas mal de leviers qui existent aujourd'hui. Et puis, dans le sens du dialogue, on a toujours su faire. Je regarde l'histoire. Moi qui suis jeune, je regarde l'histoire. Je dis, on a toujours... Le socle qui a fait avancer, c'est le dialogue. Donc, on reste positif. Et on reste en Nouvelle-Calédonie où on retrouve sur place notre correspondante Jamie Waymo. Jamie qui revient pour nous sur les derniers événements survenus au cours de cette nouvelle journée d'émeute. Aujourd'hui, Louis Lefranc, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et Yannick Slamet, membre du gouvernement, ont organisé une conférence de presse commune. Alors, après avoir adressé ses condoléances aux familles des victimes, Louis Lefranc a donné plus de précisions sur les victimes. Il s'agit de 2 hommes âgés de 36 ans et 20 ans, d'une fille de 17 ans tuée par balle par des personnes qui sont des particuliers, précise le haut-commissaire de la République, et un gendarme mobile tué par balle
à Saint-Louis. Louis Lefranc ajoute que 3 personnes sont recherchées, une personne qui a tué le gendarme et les 2 autres qui ont tué les 3 jeunes. Il les invite à se rendre rapidement. Il est fortement recommandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Certains habitants sont privés de courant. Une dizaine de mamans d'ailleurs étaient postées à Enercal pour demander à ce que l'électricité soit remise. D'autres riverains se sont barricadés pour les avoir rencontrés. Certains se protègent aussi des émeutiers et d'autres se protègent toujours en citation contre les milices. La situation est tendue et on peut sortir une certaine nervosité et un sentiment de ras-le-bol, aussi bien chez les manifestants que chez les habitants qui craignent pour leur sécurité. Et nous allons continuer de parler de cette situation qui dégénère en Nouvelle-Calédonie avec notre invité, le président du Tavini, Wir Atira, Oscar Temaru. Yaorana. Yorana, je pense que... Alors, on l'a vu dans les précédents reportages, la situation est préoccupante en Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que ces événements étaient inévitables ? Aucun homme responsable d'abord ne peut accepter ce qui se passe. La violence ne sera jamais la solution. Mais on doit aller plus loin que ça. Comprendre de façon plus judicieuse, on doit faire une rétrospective sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que, vous savez, j'ai beaucoup applaudi Macron quand il a fait sa déclaration d'Alger en 2017, quand il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Je me suis dit, enfin, des jeunes Français qui se réveillent, qui n'ont pas peur d'affronter la vérité. C'est ce qui s'est passé en 1870. On a commencé à envoyer en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, les pagnards, les grands bandits de France. Les Kanaks qui vivaient là depuis plusieurs millénaires. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? 1870 et 1878, il y a eu la première révolte. Voilà comment ça a démarré. Et depuis, le gouvernement, l'État français n'a jamais essayé de trouver une solution à ce problème. On a trouvé quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Je dirais qu'on a plâtré une jambe en bois. Vous avez l'impression que l'histoire se répète en Nouvelle-Calédonie ? Je pense aux émeutes qui ont eu lieu entre 1984 et 1988. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Quand je vais aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé à Blainville-les-Roches, à l'époque de François Mitterrand ? Les leaders du FLNKS, M. Jean-Marie Djibaou et tout le monde qui était là avaient accepté ce qu'on a appelé les victimes de l'histoire. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là depuis un certain laps de temps ont été acceptés. Et ils se sont dit, pour tous ceux qui arrivent par la suite, il n'en est pas question. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un foutoir. Mais ça n'a jamais été respecté. Au contraire, l'État a toujours essayé de jouer avec le temps. Et le temps joue en leur faveur. Et c'est ce qui se passe. 30 ans d'accord de Matignon, 30 ans d'accord de Nouméa. Aujourd'hui, quelle est la situation du pays ? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Les pauvres sont devenus plus pauvres et les riches sont devenus plus riches. Comme ici, il y a 60% de notre population qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce n'est pas le statut d'autonomie. Le statut d'autonomie n'est pas la réponse, n'est pas l'outil institutionnel qu'il faut pour développer ce pays. Comme la Nouvelle-Calédonie, il faut que ce pays soit un État souverain. Selon vous, donc c'est l'État qui est en cause, mais je rappelle qu'il y a 3 référendums qui ont été organisés et le résultat était clair, c'était non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à chaque fois. Il n'y a pas que ça. Vous savez, avant ce référendum, il y a eu des élections. Et on a tenu des réunions à New York à l'époque où vivait encore Jean-Marie Djibaou. Quand il y a eu les derniers référendums, il n'était plus là. Tous les grands leaders des pays du Pacifique comme Ratumara, Michael Somare, le Premier ministre du Vanuatu, Walter Lini, ont pris la décision de demander à la France d'accepter les résultats des dernières élections en Nouvelle-Calédonie, qui prouvent que 90% du peuple kanak souhaite l'accession de leur pays à l'indépendance. Je ne parle pas du résultat global, je parle du peuple kanak. Le peuple kanak, c'est le peuple légitime, c'est leur pays. On est en train de coloniser leur pays, il faut accepter et dire au gouvernement français, voilà, c'est cette population qui est arrivée par la suite le vrai problème de fond. Ils ont 2 pays, ils ont la France, ils ont la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'ils choisissent ce pays va accéder à l'indépendance. C'était ça la décision qui a été prise avant les accords de Matignon, avant ce qui s'est passé
à Paris avec Jacques Lafleur et la suite de l'histoire. Voilà. Pour calmer le jeu en Calédonie, l'État a déclaré l'état d'urgence et a envoyé des renforts de l'armée. C'est donc une solution à court terme. À long terme, selon vous, comment est-ce qu'il pourrait sortir de cette situation? Il faut respecter ce droit, l'autodétermination du peuple kanak. Voilà, c'est la seule solution. Et que ce pays puisse devenir un État souverain, indépendant, pour pouvoir discuter avec la France, un autre État souverain, au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est quoi pour nous? Le statut d'autonomie, ce n'est pas la solution à nos problèmes. Nous avons besoin d'un autre outil institutionnel. Ce pays a besoin d'une constitution. Voilà. Pour terminer sur la Nouvelle-Calédonie, l'État et les différents partis du Caillou appellent au calme, tout comme Moetai Broderson. Pensez-vous que la Polynésie pourrait jouer un rôle majeur de médiation? Non, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est ce qui a déjà été fait, hein, avec, avant les accords de Matignon, avant les accords de Nouméa. Non, il faut que l'État soit clair dans cette affaire. Il faut que Macron accepte ce qu'il a dit à Alger, la colonisation. Voilà le fond du problème. Et au niveau de la Polynésie, vous pensez que nous avons un rôle à jouer justement en termes de médiation ou autre? Déjà ce soir, hein, j'appelle tout le monde au calme. Hein, la violence n'est pas une solution. Eh bien, on va maintenant parler on enchaîne sur la politique locale avec les bilans des 1 an du gouvernement Broderson qui seront donc là ce vendredi. Les acteurs socio-économiques et bien sûr l'opposition le critiquent vivement. En tant qu'ancien président de la Polynésie française, comment analysez-vous ces 12 premiers mois de mandature? Que pensez-vous des premières actions du gouvernement? Il faut poser la bonne question. Après près de 50 ans de statut d'autonomie, où en sommes-nous? Il y a 60% de notre population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a plus de 50 000 demandeurs d'emploi. Il n'y a aucune visibilité et ce n'est pas avec ce statut d'autonomie que je le dis au gouvernement Broderson, je le dis également au gouvernement Edward Fritsch, ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir, ce n'est pas possible. Ce pays mérite mieux que ça. Ce pays est un grand État océanique de 5 millions de kilomètres carrés. Voilà comment il faut voir la Polynésie dans sa globalité et se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans ce pays? Vous savez, il y a eu des experts qui se sont penchés là-dessus et qui disent que sur 1000 km², vous savez, 1000 km², c'est rien du tout, hein, c'est d'ici Papara. Sur 30 par 30, ça fait 1000 km². Le cobalt qu'on pourrait exploiter pourrait rapporter plus d'1,5 milliard de francs CFP. C'est donc ce que souhaite faire le Tavini? Vous vous rendez compte? C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des experts. Dernière question, toujours au niveau de l'actualité de votre parti politique. Une conférence de presse a été organisée ce matin. Il a notamment été question de l'anniversaire du 11e anniversaire de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires autonomes de l'ONU. Non autonomes de l'ONU. Ce sera donc ce vendredi. Tony Géros et Richard Touheyava sont actuellement à Caracas où ils assistent à des réunions de préparation, c'est bien ça? Oui, vous savez... si nous sommes sur cette liste des pays à décoloniser, c'est que nous avons reçu le soutien. Il y a 193 pays dans l'Organisation des Nations Unies et 189 pays nous ont soutenus. Dans ceux qui sont là actuellement à Caracas, c'est normal que l'on continue à travailler avec. C'est eux qui nous ont soutenus. Et je dis Dieu merci que notre pays soit aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies. Tony Géros et Richard Touheyava vous feront donc un compte-rendu ce vendredi, je suppose, lors de la journée que vous avez organisée. Oui, ils feront une intervention, je ne sais pas si ça sera du direct. En tous les cas, j'invite la population à venir ensemble remercier Dieu pour cette réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Eh bien, merci beaucoup Oscar Temaru d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci bien. Et l'actualité de ce mercredi est également marquée par l'hommage et la manifestation pacifiste organisée par le syndicat FO Justice devant les établissements pénitentiaires de Nu'utania et Tatoutou. Un moment fort en émotion auquel Héloïse Girard et Veitiare Nauta ont assisté. Blocage des extractions médicales, minutes de silence et sitting, la corporation était unie ce matin pour rendre hommage aux agents pénitentiaires assassinés mardi dans l'Hexagone. On est rempli à la fois d'émotions, de colère, et c'est indescriptible. On est dans un souci que quand on vient
on travaille, c'est pas pour y mourir. Donc c'est un peu dans ce sentiment-là. On vient ici pour faire notre métier. Et aujourd'hui, on voit que nos métiers aussi, c'est un métier très à risque. Et on pense à toutes les familles qui sont endeuillées, qui sont aussi dans l'expectative de ceux qui sont toujours dans les mains des médecins. Et on est tout de cœur avec eux parce que la pénitentiaire est une grande famille. Au lendemain de l'attaque, les forces de l'ordre sont toujours à la recherche des assaillants et du détenu évadé Mohamed Amra. Interpol a émis une notice rouge. L'homme est recherché dans le monde entier. L'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur, que ce soit les forces de gendarmerie ou de police, sont mobilisées pour traquer ces criminels sans relâche jusqu'à ce qu'on puisse les interpeller et les traduire en justice afin qu'ils soient condamnés pour ces crimes abjects dont on a tous pu voir malheureusement les images à la télévision. Cette journée de recueillement est aussi l'occasion pour les agents du centre pénitentiaire d'exprimer leur soutien à leurs confrères de Nouvelle-Calédonie. Ce lundi, 3 d'entre eux ont été pris en otage dans la prison de Nouméa. Nous pensons très fort à eux et à leurs familles. Nous leur apportons tout notre soutien inconditionnel parce que ce qui se passe en Calédonie peut aussi nous impacter. Et comme vous savez, les événements politiques peuvent impacter aussi ce qui se passe dans un établissement pénitentiaire. Les représentants syndicaux ont rencontré le ministre de la Justice ce matin. Éric Dupond-Moretti s'est engagé à prendre des mesures de sécurisation des transferts pénitentiaires. On s'intéresse à présent au sport. Depuis une dizaine d'années, les athlètes polynésiens se sont lancés à la conquête de l'International Taekwondo Festival à Los Angeles. Cette année, ils sont près d'une centaine à faire le déplacement. C'est le cas des taekwondoïstes du club HVM Taekwondo no Fa'a. Ndieb a assisté à leurs derniers entraînements. Regardez. Le premier atelier, 30 secondes, tous les 30 secondes, vous allez faire tourner ceux qui partent à l'ITF. Ce soir, c'est sparring pour les 7 qui partent à l'ITF. Ils enchaînent des combats de 30 secondes sous l'œil très attentif de leur coach. Une mise en situation de compétition qui leur met la pression. Ça monte en cardio, il y a plus de pression, l'adrénaline elle monte aussi. Il y a du potentiel, hein. Moi déjà j'ai confiance en eux, au travail qu'on a mis en place. Là l'objectif c'est de partir à 100% médaille d'or sur la première marche du podium. Ethan concourt chez les moins de 65 kilos. L'année dernière, il a terminé 3e. Il compte bien prendre sa revanche pour sa 2e participation à l'International Taekwondo Festival. Revenir au Pacifique avec la médaille d'or, bien performer. Je pense progresser car je découvre de nouveaux adversaires grâce à mes partenaires aussi. Vaikea en est à sa 5e participation en plus de 59 kilos. L'année dernière, elle a décroché une double médaille d'or en Pumse et combat. Elle se donne tous les moyens pour faire mieux. Avec les entraînements, on essaye toujours de faire mieux, de se donner à fond. Et petit à petit, on corrige nos défauts. Il y en a beaucoup qu'on doit corriger. Et c'est voyant en compétition. Du coup, on préfère travailler ici que reproduire les mêmes défauts en compétition. Demain, HVM Taekwondo no Fa'a va rejoindre les autres clubs déjà sur Los Angeles. L'International Taekwondo Festival va se disputer samedi. Chaque année, c'est la moisson de médailles d'or pour Tahiti, devenue bête noire pour les Américains. Eux ne sont pas des habitués des tatamis, mais du plan d'eau. La délégation tahitienne de surf est rentrée avant-hier des mondiaux juniors ISA. Nos représentants ne sont pas parvenus à se hisser sur le podium, mais ils conservent tout de même la 13e place. Nous écoutons Max Wazna, le président de la Fédération tahitienne de surf. Il est au micro d'Ndieb. C'est décevant, on n'a pas pu faire le podium, mais ça veut dire que le collectif a marché. Donc nous a permis d'atteindre la 13e place. Et on a vu quand même du beau surf de nos jeunes déjà. Ça a été très puissant et tout. Après, ce qu'il en manque, c'est vraiment beaucoup d'entraînement et de compétition dans les jambes. Il en faut. Avec les JO, on a beaucoup plus de pays qui participent. Et ce n'est pas des pays qu'on connaît, c'est pas dans le surf, mais ils étaient quand même assez bien préparés. Et des surfeurs aussi qui ont été double nationalité, ça aussi il ne faut pas oublier. J'ai pu faire du lobbying avec différents pays pour faire des échanges, parce qu'on a besoin de faire des échanges pour que nos enfants puissent s'entraîner à l'étranger, faire de plus en plus de compétitions.
Avis aux amateurs de pop-rock, 2 soirées de concerts millésime rock vous attendent dans cette fin de semaine au Grand Théâtre du Fare Tauhitinui. L'orchestre symphonique du Conservatoire artistique jouera pas moins d'une vingtaine de titres. Ils reprendront des chansons incontournables d'un répertoire varié, Queen, Pink Floyd ou encore David Bowie. Pour accompagner l'orchestre, Teiva LC, John Menezes et Talou et d'autres chanteurs donneront de la voix. Un événement qui aura lieu ce vendredi 17 et samedi 18 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après la météo, place à vos émissions de 0 à 100 km/h et bien dans son faré, les conseils de Noémie. Plus tard en soirée, voyez 2 épisodes de la série Mercato. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.